Vous êtes gâtés aujourd'hui à Saint-Pardon, le who's who des aventuriers mondiaux à nos côtés. Ça fait vraiment plaisir d'accueillir Anthony. Anthony, j'ai une grande fierté de vous retrouver ici. Alors Saint-Pardon, c'est évidemment assez terroir, hein, assez local, assez traditionnel. Et vous qui êtes un personnage qui avait sillonné la planète pour découvrir tous les spots les plus magiques. Quel est le lien qui vous lie particulièrement à Saint-Pardon? Le lien est très évident, c'est celui de mon frère qui habite à environ 30 mètres d'ici. Donc j'ai d'abord l'occasion de venir ici pour venir. Surfeur aussi bien sûr, forcément. Et puis surtout, on va dire, c'est lui qui m'a initié au mascaré. Donc si je suis venu ici voir le mascaré, c'est parce que Fabrice a commencé, il a même déménagé, hein, il habitait à Saint-Médard-en-Jalles et il est venu ici s'installer pour voir le phénomène de plus près. Et c'est comme ça que je l'ai suivi et c'est pour ça que je reviens ici toujours avec plaisir parce que cette région a une identité particulière, surtout quand il fait beau, mais il fait souvent plus beau que sur ma côte basque. Donc c'est vrai qu'on apprécie aussi quand on part de la côte basque et que le temps est un peu, on va dire, maussade de venir ici et d'avoir du soleil et la couleur de la pierre est vraiment quelque chose de sympathique quand on se promène, quand on sillonne dans les villages. Donc c'est des signes forts, la vigne forcément. Ce que j'allais dire, le terroir est riche. Non, mais c'est la vigne, c'est les belles demeures. L'avantage du point de vue de la rivière, c'est d'avoir cette architecture, les villes comme Libourne, ça a de la gueule. Alors le paradoxe, c'est que on fait un peu allusion à cette tranquillité, à cette France paisible que l'on retrouve le cours de rivière est traditionnellement associé à la quiétude, à la sérénité, et puis le mascaré. Le mascaré est un épiphénomène sans doute, mais qui vient bouleverser un peu cette nature assez paisible. Et oui, c'est le paradoxe. Le cours tranquille d'une rivière, d'un coup d'un seul, vient se faire culbuter comme ça par la marée qui décide de venir aller loin dans les terres, puisque je vous rappelle qu'ici on est à 120 km de l'embouchure de l'océan. Donc 120 km, c'est 5 heures de marée, c'est du chemin que l'océan fait pour venir honorer sa présence. Et c'est vrai que d'habitude, nous, le surfeur, on va vers l'océan pour surfer les vagues, et là c'est l'océan qui vient nous voir. Donc on apprécie le geste. Et on rappelle d'ailleurs, pour ceux qui l'auraient ignoré encore, que le mascaré ne commence pas et s'arrête pas à Saint-Pardon. Évidemment, cette vague, elle fait ses 120 km avant de nous rejoindre. Alors, disons que juste une petite précision quand même, le mascaré ne fait pas 120 km. Il commence à se créer, non ? Il va se générer, il va lui falloir au moins 50, 60, 70 km pour commencer vraiment à avoir une existence. Et Blaye, à peu près, aux environs de Blaye, on devrait commencer à bouger un peu. Un petit peu plus bas, on va parler de Issan et Mako, voilà. D'accord. C'est vraiment en rentrant dans les rivières, c'est-à-dire la Dordogne d'un côté et la Garonne de l'autre, qu'il va commencer à déferler sur 50 km au maximum. Phénomène d'entonnoir un peu ? Exactement, le phénomène d'entonnoir, les hauts fonds qui freinent l'onde de marée et donc qui viennent créer ce déferlement, puisqu'on a deux sortes de mascarés. On a un mascaré ondulant qui crée des lignes et on a le mascaré déferlant qui nous, surfeurs, nous intéresse, surfeurs, kayakistes et autres riders, nous intéresse parce qu'il faut que ça déferle pour qu'on puisse partir. Et c'est vraiment ce mascaré-là qui déferle sur quasiment 50 km, c'est-à-dire que entre l'aval et l'amont, on a environ 50 km de déferlement à une vitesse de 15 km/h. Donc je vous laisse faire le calcul. Donc on a à peu près 3 heures de déferlement. Voilà, on peut pas, en théorie, en tout cas dans l'imaginaire, on pourrait imaginer remonter 3 heures quasiment avec la vague. C'est ce que certains font lorsqu'ils sont motorisés. Il est vrai que certains riders peuvent ici, depuis la grande section, faire 7 à 8 km sur la même vague, hein, j'entends bien. Donc ça on parle bien des records. Et ici, on est sur l'épicentre du phénomène Saint-Pardon, parce que c'est la section qui est la plus longue et qui déferle le plus souvent. Donc on parle bien de l'épicentre du phénomène, mais il y a effectivement un gros arbre qui cache une grosse forêt, puisque le phénomène se propage et en Dordogne et en Garonne, il faut le rappeler. Bien évidemment. Alors, c'est un secret de polichinelle, vous avez surfé, vous avez sillonné la planète, vous avez surfé beaucoup de vagues, beaucoup de mascarés. Ça s'appelle pas forcément mascaré partout sur la planète, mais l'équivalent du mascaré. Quel est le dénominateur commun de ces phénomènes? Comment vous percevez un dénominateur commun d'une part, et puis justement, à contrario, quelle est la spécificité de Saint-Pardon? Le dénominateur commun, c'est le phénomène qui, selon qu'il est dans une rivière tropicale, une rivière en latitude tempérée comme ici, ou une latitude haute comme en Alaska par exemple, c'est l'environnement bien sûr, hein.
Donc selon que l'eau est chaude ou froide, on ne perçoit pas l'immersion de la même façon. Selon qu'on a des ragondins dans l'eau ou des crocodiles, on ne perçoit pas aussi l'immersion de la même façon. C'est-à-dire qu'ici, on adore surfer la nuit. Il y a des rivières tropicales où on le fait pas. Voilà. Il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes, comme des comiques. On les a jamais retrouvés. Non, mais c'est-à-dire que concrètement, les rivières tropicales sont évidemment beaucoup plus riches en faune. Et donc la nuit, la faune reprend ses droits. Les dangers qui vont avec. Voilà, en général, on laisse le mascaret à la faune la nuit, le mascaret nocturne en tout cas. Donc il y a cet environnement qui est celui en général de la jungle ou de la forêt, mais qui parfois aussi peut être celui de la ville. Je pense à la Chine notamment. Je pense aussi à Calcutta, puisque en fait on a eu la chance, pas plus tard qu'il y a un mois. J'ai lu ça, c'est récent d'ailleurs, une première même. Ah ben c'est une première et c'est récent, oui, puisque du coup c'est tout frais. Et d'aller voir en plein Calcutta. Et en ville, c'est encore un autre délire, parce que le mascaret se fraye son chemin entre les constructions, c'est-à-dire les digues, les jetées, les ponts, et tous les bateaux qui naviguent sur une rivière et qui, eux, utilisent la rivière, le courant, pour économiser un peu de fuel, puisque du coup on peut considérer que le mascaret est une chance pour la navigation, c'est un tapis roulant. Donc ça permet d'économiser les bras ou d'économiser du fuel, mais ça a aussi l'inconvénient d'avoir à être très attentif aux heures de navigation, puisque il faut naviguer à certains moments et surtout pas à n'importe quels endroits, parce que les naufrages ont été nombreux sur les rivières à mascaret, et c'est vrai que dans ces mascarets en ville, il y a des accidents, il y a des naufrages, il y a des noyades. Ici on a la chance d'avoir une barrière et d'avoir un mascaret qui est largement on va dire en contrebas, mais il y a des endroits où les berges sont beaucoup moins aménagées, en tout cas beaucoup plus sujettes à des jaillissements, et quand on se fait tremper, c'est marrant, mais quand on se fait emporter dans la rivière et qu'on croyait être au sec, regarder le mascaret, et qu'on se retrouve 3 mètres plus bas dans l'eau, du coup c'est moins drôle. Donc voilà, ça c'est vrai que les mascarets urbains peuvent être plus dangereux, mais en même temps plus fun. Il faudrait que je rappelle aussi que en France, on avait un très très gros mascaret dans une zone urbaine qui était une rivière qui est assez connue, qui s'appelle la Seine, entre Rouen et Le Havre, et que à l'époque, jusque dans les années 60, on a frété des trains spéciaux depuis Rouen et même Paris pour venir voir le mascaret, et que les gens venaient au plus proche du mascaret avec un objectif, pas tous, mais c'était celui de se faire tremper par le mascaret. Alors ici on le fait pas, mais on disait à l'époque un mascaret sans linge à sécher est un mascaret raté. Voilà, donc c'est vrai que la dimension, alors c'est qu'à l'époque on avait moins de divertissement, donc plus événementiel. Voilà, c'était plus événementiel, et venir voir le mascaret, c'était se prendre une douche par le mascaret. Voilà, donc c'était aussi ce qui se passait sur la Seine il y a encore pas longtemps. Ça se rapproche un peu de la corrida, un peu défier le taureau, défier la nature à un moment donné. Ça, je pense que la similitude est réelle. C'est vrai, c'est un peu jouer avec la mort, puisque certains s'y sont approchés de trop près. On le sait, la dernière victime dans la Seine est morte en 1961. Elle est venue voir le mascaret avec son mari de nuit, quelle idée, et elle n'a pas compris elle n'a pas pu voir malheureusement que le mascaret ce soir-là était plus fort que d'habitude, et elle s'est fait happer et on l'a jamais retrouvé. Voilà. Donc les gens, en étant très près de la berge, étaient joués avec la mort. Et il y a d'autres anecdotes aussi qui concernent aussi, par exemple, les périodes de l'occupation pendant la Deuxième Guerre, où les gens sur la Seine disaient aux Allemands: mais rapprochez-vous, vous allez voir le mascaret. Allez-y. Et il y a eu effectivement quelques officiers qui sont malheureusement pas assez. Enfin voilà, je veux pas faire de. Mais voilà, humour noir. C'était une période un peu troublée, et tous les moyens étaient bons de la résistance pour essayer de faire en sorte que de rétablir le rapport de force. Voilà, de rétablir le rapport de force, exactement. Juste un petit mot pour conclure, bien évidemment, sur la spécificité de Saint-Pardon. Est-ce que vous avez noté par ailleurs dans le monde le même engouement, le même enthousiasme, la même communauté qui se mobilise? On a quand même le sentiment que c'est un phénomène, je ne sais pas s'il est unique, mais assez exceptionnel, qu'ici à Saint-Pardon et dans cette partie de la Gironde, quasiment touchant la Dordogne, il y a une sorte de communauté autour du mascaret. Est-ce qu'on ressent le même phénomène sur les autres endroits de la planète? Alors c'est très différent. Autant le mascaret a des composantes assez, on va dire, similaires dans chaque endroit, autant la communauté qui est autour
et à moi, à mon sens, très différente, parce que ici, on a la chance effectivement d'avoir des loisirs, des temps libres, et donc de se dire, tiens, pourquoi pas s'amuser avec une planche, un kayak. Il y a des endroits où surfer le Mascaret, c'est de perdre de temps. Ça leur viendrait pas l'idée. Voilà, c'est pas le. Quand moi j'ai eu la chance de commencer à faire du surf en Malaisie sur le Benak, qui est donc le Mascaret malaisien, il y avait des gamins qui s'amusaient en pirogue. Mais les adultes, eux, considèrent que c'est une perte de temps totale et voilà, compte tenu d'un contexte aussi, on va dire animalier un peu important par rapport au crocodile. Bon, un risque aussi. Donc, mais clairement, on a des paddle surfeurs sur le Benak, on a des shortboarders sur le Bono, on a des Brésiliens qui organisent des compétitions de surf sur leur rivière, on a des Anglo-Saxons qui font assez peu de célébrations, et j'en terminerai par Saint-Pardon bien sûr et la Gironde, où il y a quand même, avec cette fête du Mascaret et on va dire le village de Saint-Pardon, il y a une espèce de symbiose entre la nature et l'homme qui se fait ici, et ce qui est très amusant, c'est de se dire qu'avant on entendait le Mascaret arriver, et maintenant quand on entend le Mascaret, c'est des cris de joie et de foule de gens qui sont contents d'avoir pris la vague et d'arriver jusqu'au port. Et il y a ces espèces de hurlements, de frénésie, bon voilà, il y a une atmosphère de liesse, un peu comme dans un stade quand voilà, une équipe joue bien et que le public est content de voir son équipe bien jouer. Là, quand le Mascaret coopère avec les Mascariders, on va les appeler comme ça, ceux qui suivent le Mascaret, il y a une osmose et voilà, et tout le monde est content, avant, après, bon voilà, de temps en temps il y a quelques petits bobos, mais voilà, je pense que pour la plupart des cas, ça se solde très rapidement par un coup au bar, et concrètement, c'est une scène on va dire de liesse ensemble qu'on observe assez rarement, et finalement dans assez peu de Mascaret sur la planète. Donc ça, c'est quelque chose de très spécifique de Saint-Pardon, c'est la lumière, c'est le beau monde en fin de journée, il y a le bar, il y a vraiment un ensemble de choses. Il y a beaucoup de spectateurs aussi qui sont pas forcément actifs, mais qui communiquent et qui communient avec le reste des riders. Il y a, au-delà des riders eux-mêmes, il y a toute une communauté d'observateurs, de passionnés, de spectateurs qui est venue se compléter un peu l'enthousiasme. Je pense que les spectateurs font partie intégrante du phénomène, parce que peut-être que s'il n'y avait pas autant de spectateurs, il y aurait peut-être moins de surfeurs. Voilà, il y a une grande concentration de riders sur Saint-Pardon, parce que voilà, les surfeurs viennent à la rencontre du public, le public vient à la rencontre des surfeurs et des kayakistes, et voilà, il y a un échange. On fait des photos, ça hurle, ça crie, il y a ce moment de rencontre, donc c'est un moment effectivement de rencontre des Mascariders avec la vague, mais aussi avec le public, parce que voilà, on se rend compte qu'il s'est passé quelque chose, et voilà, l'océan vient de passer, donc c'est vrai que cette communion avec le public est importante, comme dans un stade, je pense que c'est vraiment un stade aquatique qui se génère à quelques moments de l'année, quand voilà, il fait chaud, il fait beau, la lumière est belle, et la vague est là pour venir consacrer tout ça. Merci Anthony, c'était Anthony Collat. Nous nous retrouvons dans quelques minutes avec un autre invité. Salut, à tout à l'heure. Merci à vous. Bonjour. Cette vague, comment ça s'est passé alors? Écoute, ça s'est bien passé, j'étais avec ma fille, on était remontés, on est parti vers la bouée, et on a surfé tous les deux. C'était sa deuxième vague seulement, pendant environ 3 minutes, et puis là, avant le pont, il y a eu un resserrement, et il y a un kayak qui est parti un peu de travers, il y a eu des planches qui se sont chevauchées les unes les autres, et voilà, donc un peu vite. Du coup, on s'est fait striker, on est passé un peu de temps sous l'eau, on est remonté, elle n'a pas eu peur, donc et après, voilà. D'accord, merci beaucoup. Et bonne fête.